Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire sur le sujet, un sujet très épineux qui va traiter de la FinTech et pour lequel je remercie Jonathan de sa présence et, Bonjour à euh, tous. et le FinTech et RGPD. Alors on voit qu'il y a déjà pas mal de gens qui sont présents ici, donc c'est plutôt bien. Il y a beaucoup d'inscrits. Donc c'est un sujet qui passionne, hein. Donc, avec Jonathan, on va essayer de répondre à vos questions. Ce que je vous propose, comme d'habitude, évidemment, il y a les 5 minutes un peu d'attente, le temps que tout le monde arrive. Mais pour vous occuper, avec Jonathan, on vous a préparé un petit jeu. Vous avez un petit sondage, deux petits sondages Très euh, facile. très facile, exactement. Et il n'y aura pas de notes, personne ne saura qui a répondu, je vous rassure. N'hésitez pas, voilà, vous pouvez répondre au questionnaire, au petit sondage. Une réponse, ça sera pour qu'on puisse peut-être plus orienter aussi un peu le sujet par rapport à votre activité. Puis l'autre, enfin les deux d'ailleurs, c'est ça. D'ailleurs, on en a oublié un. J'en ai rajouté un qui peut être amusant. La plus sympa, ouais. Exactement. Alors attendez, c'est euh, puisqu'on vous propose, c'est comme d'habitude, on commencera à peu près à 35. Hop. Voilà, vous avez une troisième petite question. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Et, euh, et puis, on voit que les gens commencent à arriver, c'est bien. Donc, on a 200 inscrits, hein, donc il va y avoir quand même du monde. Donc, c'est très bien. Bon, en attendant, comment ça va, Jonathan? Mais ça va très très bien. Je te remercie. Je vieillis. C'était mon anniversaire il y a 5 jours, donc je vieillis un peu, mais tout va bien. Oh, ouais, joyeux anniversaire. Merci. Euh, et ce qu'on... Alors, attends, est-ce que les gens répondent déjà un petit peu? Je te demanderai pas quel âge tu as, hein, parce que ça se ferait pas dans ton Ah cas, non, quand même. jamais. De toute façon, les cheveux blancs, ça se voit pas avec l'éclairage. Donc, Mais tu sais, moi, ça ne me rendait pas très longtemps, parce que moi, je suis né le 12 janvier, donc tu vois, on est presque, tu vois, on est dans la même galère. sûrement 10 ans après moi, mais Peut-être. Alors, je vois que les gens commencent déjà à répondre. On va regarder un petit peu déjà les premières réponses. Même si je vois que tout le monde ne répond pas, puisqu'il y a beaucoup de timides, hein, vu le nombre de participants déjà présents. Mais c'est déjà. N'hésitez pas à continuer à répondre. Mais alors, euh, donc, à la première question, déjà pour la tendance qui se profile sur la question est-ce qu'on dit le ou la RGPD? La tendance qui se profile, c'est plutôt le le. Je ne vous dis pas tout de suite la réponse. Travaillez-vous dans le B2C ou le B2B, enfin en B2C ou en B2B, la tendance sera, c'est un peu presque du 50-50, intéressant. Donc ça, bah, vous ne nous facilitez pas la tâche, ça veut dire qu'il va falloir parler de tout, mais c'est bien parce que c'est ce qu'on avait prévu avec Jonathan. Et est-ce que vous êtes sous-traitant? Car c'est intéressant, tu as vu Jonathan, c'est pour l'instant, enfin, ceux qui ont répondu, c'est essentiellement les sous-traitants. oui. Intéressant. Et la tendance tire un petit peu plus vers le B2B que vers le B2C, ce qui rend encore plus intéressant malgré tout la Ouais, discussion. complètement, complètement. Donc, bah, on vous propose, on commence dans 10 minutes. Euh, et, euh, et puis, dans une petite minute. Et donc, continuez à répondre, hein, ne soyez pas timide. Parce que vous ne voyez pas le nombre de personnes, mais nous, on voit. Donc on sait que vous êtes timide. Donc, tout ça, c'est pour tricher avant de répondre. Classique. Exactement. En tout cas, merci à toutes et à tous d'être présents euh, à ce webinaire. Hop. Voilà, on passe à 35, ça te va, Jonathan? Parfait. Et j'en profite avant de commencer pour vous dire que l'objectif de ce webinaire, c'est que vous sortiez avec des choses, vous ayez appris des choses, hein. L'objectif n'est pas qu'on vous fasse un cours magistral, loin de là, c'est de partager notre expérience. Euh, donc n'hésitez pas, au contraire, à nous poser des questions. Vous voyez, il y a, une petite, il y a un onglet questions. Nous, avec Jonathan, on n'est pas très fan de vous laisser répondre que à la fin parce que ça vous fait décrocher, c'est normal. Je suis le premier de comme ça. Donc, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure par rapport à votre activité, etc. Le long du webinaire, nous, on va suivre les questions et on répondra au fur et à mesure. Voilà. Ouais, Donc, n'hésitez l'objectif, effectivement, c'est vraiment d'essayer de répondre aux questions que vous posez.
ce serait dommage de faire un webinaire sur ce que l'on pense avoir vécu comme problématique si jamais c'est pas les vôtres au quotidien. Exactement. Et on n'a pas tout vu avec Jonathan, on a vu pas mal de choses. Donc, on espère peut-être qu'on pourra, avec notre expérience, répondre concrètement à vos réponses, à vos questions. Donc, n'hésitez pas vraiment, c'est très important de poser vos questions. Alors, écoute, je te propose qu'on commence. Avant de commencer de nous présenter, on vous donne juste donc les résultats du sondage et notamment de la question le ou la RGPD. C'est presque du 50-50, c'est intéressant parce que moi j'avais parié à Jonathan que en fait donc on dit le RGPD, on expliquera pourquoi parce que c'est le règlement européen. Et ce qui est marrant, c'est que je disais à Jonathan hier, tu verras, tout le monde va dire là. Et ben la tendance commence, c'est la deuxième fois Jonathan que la tendance inverse, donc ça veut dire que les gens ont de plus en plus connaissance du sujet. Et donc c'est bien parce qu'il y a encore un an, c'était 90% là. Donc là, c'est du 50-50, hein, donc c'est vraiment du 50-50, donc c'est intéressant. Donc vous êtes plutôt du B2B et un peu de B2C et essentiellement des sous-traitants. Mais je pense qu'il faudra voir pour ceux qui disent qu'ils sont B2C et c'est peut-être ceux qui n'ont pas répondu d'ailleurs, puisqu'ils ne peuvent pas être sous-traitants, mais ça on en parle. Alors, maintenant, commençons. Merci donc à toutes et à tous d'être présents à ce webinaire sur le sujet de quels sont les enjeux RGPD dans la FinTech. Donc, j'ai encore une fois le plaisir de vous présenter Jonathan Brossard qui participe. Voilà, et qui est, d'ailleurs, je vais laisser se présenter. Vas-y, je t'en prie, à toi l'honneur. À mon honneur. Bonjour à tous. Merci Raphaël pour l'intro et pour l'invitation. Pour me présenter en 2 minutes, donc je m'appelle Jonathan, j'ai 37 ans. Depuis 5 jours, comme ça j'ai dévoilé mon âge. Je suis CTO chez Moni. Moni, c'est une entreprise que j'ai fondée en 2017 avec Raphaël et Jean-Baptiste, mes 2 associés. Et notre mission chez Moni, c'est d'aider les membres de la diaspora à soutenir leur famille et rester vivre dans leur pays d'origine. Une des spécificités de Moni, c'est qu'on est à la fois un acteur B2B et B2C, ce qui rendra très intéressant cette discussion. Et une autre spécificité, c'est qu'une partie de notre activité est effectuée sous notre propre licence d'établissement de paiement, donc ce qui rend encore plus intéressant la discussion. 2017, c'était avant l'entrée en vigueur de la RGPD. Et donc en 2024, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Moni? C'est toujours la même mission au travers d'une application et d'un site internet, sauf que depuis, on a accompagné plus de 800 000 personnes dans le soutien familial vers plus d'une centaine de pays. Et sinon, pour revenir à ma présentation, avant Moni, j'étais responsable de l'innovation chez Groupon. Avant ça, j'étais développeur dans le marketing à la performance. Et avant ça, j'étais sur les bancs de l'école. J'ai une formation d'ingénieur et je vendais aussi des Big Mac chez McDo. Ça, c'est un peu moins intéressant pour la RGPD. Merci beaucoup pour ta présentation, Jonathan. Effectivement, vous l'avez compris, ça va être assez intéressant parce qu'il a les plusieurs volets de la FinTech. Donc, effectivement, Moni a été très concerné et toujours concerné par le RGPD. Et donc, moi, Raphaël, donc l'autre Raphaël, hein, parce que comme il disait Raphaël, c'était pas le même. Donc, Raphaël Buchard, moi, dans une ancienne vie, j'étais avocat dans le domaine de l'IT, propriété intellectuelle et RGPD, en cabinet d'affaires. Après de nombreuses années, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire peut-être un peu mieux en matière de conformité RGPD, rendre les choses plus simples, aller plus loin, être plus efficace et mieux répondre aux problématiques de nos clients. Donc j'ai cofondé, moi je suis le CEO de DPO. DPO, aujourd'hui, c'est le deuxième DPO externalisé de France avec plus de 300 clients, un peu tout secteur d'activité d'ailleurs, pas que la FinTech, même si on a de nombreux clients, dont Moni d'ailleurs, qu'on accompagne depuis quoi maintenant, un an et demi? Déjà, Oui, un an et demi, ouais, peut-être même un peu moins de 2 ans, je crois. Ouais, c'est ça, hein, ça va vite, hein. Donc, sur tous ces sujets-là, on a vu pas mal de choses ensemble et on accompagne pas mal d'autres startups dans d'autres domaines ou grands comptes. Et voilà. Donc, ça, c'est pour la petite présentation. Écoutez, je vous propose d'aller directement donc, dans le vif du sujet. Euh, et en fait, bah, écoute, déjà, comme on l'a vu, il y avait des gens en B2C, B2B. Toi, tu as cette vocation-là. Donc, en fait, ce qu'on s'est dit avec Mhm. Jonathan, c'est justement qu'on allait traiter quand même les deux sujets. Alors, on voit qu'il y a plus de B2B que B2C, donc on va traiter les deux sujets, hein. On va commencer par les sujets B2C. Et bah, écoute, je te laisse peut-être toi commencer par parler un peu de ton expérience, de ce que ton ressenti, et après on va aller peut-être dans les problématiques aussi pures que tu as eues, et notamment RGPD, et on va en parler sur le sujet. Bien sûr.
Oh, déjà, c'est intéressant de commencer par le B2C parce que les enjeux qu'on a en B2B vont passer par les enjeux qu'on vit en B2C. Euh, et en ce qui concerne mon regard, c'est marrant parce que j'ai commencé à travailler bien avant les enjeux RGPD. Donc j'ai vécu l'avant, j'ai vécu le pendant, qui est hyper intéressant, et aujourd'hui. Et sur la partie B2C, je pense que ce que l'on peut tous partager, c'est cette approche, ce paradigme qu'il faut complètement repenser sur l'approche de la donnée et de la gestion des données personnelles. Le paradigme qui change, du moins du point de vue fondateur d'entreprise et du point de vue CTO particulièrement, c'est le point de vue du stockage de la donnée, du besoin de la donnée. Euh, ce nouveau paradigme, c'est vraiment de se poser la question de ai-je besoin de cette donnée? On collecte énormément d'informations, on stocke énormément d'informations, et il y a vraiment un logiciel de pensée à revoir dans cette collecte sur est-ce que cette donnée, j'en ai besoin, quelle est la finalité de cette donnée, à quoi elle va me servir, est-ce que je dois la stocker, est-ce que je dois la stocker longtemps, quelle est la durée de conservation de cette donnée, au-delà de cette durée de conservation, comment est-ce que je vais soit la supprimer, soit l'anonymiser, et toute cette partie-là, au-delà d'y penser, l'enjeu de la RGPD va être en B2C comme en B2B d'ailleurs, hein, va être également d'être en mesure de démontrer ce que l'on fait, s'assurer qu'auprès des sous-traitants avec lesquels on va échanger cette donnée, on s'est posé les bonnes questions sur la partie stockage, sur la partie transmission, sur la partie délai de conservation. Et je dirais que de mon expérience et de mon point de vue sur la RGPD dans le monde B2C, c'est vraiment le premier point d'attaque. C'est OK, la donnée, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'ai besoin de la stocker celle-ci? Pourquoi? À qui je vais la transmettre? Comment? C'est plutôt ce logiciel de pensée, là où avant, on collectait, on stockait en base, on se posait plus la question. Il y a vraiment aujourd'hui un nouveau paradigme à avoir sur le côté un peu plus précautionneux de la donnée, au-delà de la partie communication. Et, euh, et je pense qu'il faut aussi ne pas voir ça comme simplement des contraintes, parce que à la fin des fins, c'est pas n'importe quoi qu'on manipule, c'est des données personnelles, et bien traiter la donnée personnelle que l'on va stocker ou que l'on va collecter va nous servir déjà à mieux processer en interne la, la façon de s'échanger de la donnée, la façon de la transmettre. Ça va aussi avoir un impact sur l'image qu'on a en tant qu'entreprise, euh, la transparence et surtout la confiance qu'on va pouvoir transmettre. Donc, je dirais que c'est un petit peu tout ça que je mettrais dans une boîte pour partager mon expérience du RGPD en B2C. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, tu as effectivement soulevé plein de sujets en fait transversaux. Et effectivement, en fait, t'as parlé de plein de choses, notamment. Alors, je vais et sur les sujets, moi sur le volet juridique, et pour faire la continuité de ce que tu disais, par exemple, tu parles de en fait de précaution, et c'est d'abord le premier sujet. Effectivement, c'est que dans le RGPD, pourquoi le RGPD existe? Il existe pour protéger les data. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi les boîtes se mettent en conformité? Alors, on parlera d'un autre support. Les raisons B2B, B2C ne sont pas les mêmes, pas exactement les mêmes. Mais la source du risque est la même. C'est que c'est à la fin le end user. Le end user, il a des droits aujourd'hui. Ces droits, il va les répercuter chez vous. Et il a le droit de vous attaquer, tout simplement. Voilà. Et aujourd'hui, le RGPD, on voit qu'il y a un effet voilà, boule de neige, hein. Et c'est intéressant donc, ce que tu dis, Jonathan, parce que tu l'as vu cette évolution, et nous-mêmes, on la voit, hein. C'est-à-dire que moi, c'est marrant, tu disais, moi, j'ai vu l'avant et l'après. Moi aussi, en tant qu'avocat, j'étais l'avant, c'est-à-dire loi informatique et liberté, et l'après. Et l'avant loi informatique et liberté, tout le monde s'en fichait, que les choses soient claires. Les sanctions étaient peanuts, les gens ne se rendaient pas du tout compte du sujet et compagnie. Aujourd'hui, avec le RGPD, c'est pas le cas. Et pourquoi je vous dis ça? C'est en fait tout ce que dit Jonathan, c'est que autant bon, il y a une éthique personnelle, c'est vrai, mais il y a aussi après quel est son risque perso. Et en fait, avant le risque était assez faible, mais aujourd'hui en B2C, notamment dans des domaines pareils, vous avez des risques que il suffit d'une seule personne qui vient vous titiller un peu sur un problème et qui va se plaindre auprès de la CNIL pour sauver une plainte aujourd'hui. Et donc, en fait, effectivement, tu as parlé, par exemple, donc, en fait, tu as parlé de plein de sujets que je vais résumer, je les ai un peu notés. Tu as parlé d'abord, effectivement, du principe, en fait, qu'on appelle la minimisation des données. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux pas avoir tout prendre, hein. Je vais prendre que ce qui m'est nécessaire. Premier point. Et ça, c'est effectivement ce que tu dis, un changement de paradigme. Donc, première chose. Ça peut paraître évident pour certaines personnes, mais en réalité, ça ne l'est pas. Il y a encore beaucoup de sociétés qui vont prendre plus que nécessaire.
D'accord? Il y a tout ce qui va être, tu as parlé d'un point très, très, très important, très dur pour les sociétés à gérer, la durée de conservation. Effectivement, et ça c'est B2B, B2C, hein, mais vous allez avoir des vrais sujets en termes de durée de conservation qui ont énormément de sens et énormément d'importance. Et je vais faire un lien parce que tu parles de précaution, je te parle de risque B2C, on parle de durée de conservation de données d'utilisation, tout ça, je vais vous le résumer en un truc. Vous avez peut-être tous entendu parler de la violation de données qu'il y a eu il y a 2 jours d'un client en assurance, enfin d'un client, d'un prestataire en assurance, 20 millions de données des Français parties dans la nature par des hackers. Euh, Concrètement, ça, vous êtes sûr que concrètement, ça aurait pu être moins fort s'il y avait peut-être eu un respect du RGPD. Je dis pas qu'ils ne le respectent pas, mais je pense que c'est pas le cas parce que nous, on a des clients qui ont été touchés par ça et de ce que je vois, il y avait des manques. Et ces manques, ils vont se voir sur le volume parce que je respecte pas les durées de conservation, parce que j'en ai pris et compagnie. Donc en fait, vous allez multiplier, déjà vous prenez des risques parce que vous n'avez pas sécurisé et compagnie, mais en plus, il y a un problème, vous décuplez les risques. Tu voulais rebondir. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis parce que je crois que beaucoup ne s'intéressent au RGPD que pour se conformer à la loi, éviter les amendes, etc. Alors que on sous-estime les bienfaits que ça peut avoir en interne. Il faut, certes, au Ouais. début, c'est une contrainte parce que c'est de la ressource, c'est du process, c'est des choses à mettre en place. Cependant, avoir mis ça en place en amont et dès le début favorise énormément de choses. Un data leak, ça peut arriver à tout le monde. Cependant, si on fait l'effort de se poser la question des données qu'on utilise, des données qu'on conserve, combien de temps on les conserve, d'à qui on les a transmis, et d'avoir processé en interne des bonnes pratiques. J'envoie pas un fichier Excel par mail à n'importe qui. J'envoie pas un fichier Excel par mail tout court d'ailleurs. Mais toutes ces questions toutes ces réflexions qu'on peut avoir, je pense que c'est important de se dire que la mise en place du RGPD et se conformer au RGPD à la fin des fins, c'est une opportunité pour mieux faire. Et moi, je l'ai vécu, alors je l'ai vécu en tant que CTO, donc je l'ai vécu d'un point de vue technique, donc je peux vous dire que l'impact sur les équipes, c'est quelque chose qui m'apporte énormément. Et au début, on ne peut effectivement que le voir comme une contrainte. Effectivement, il faut mettre en place déjà tout un reporting, toute une classification de sa donnée. À chaque fois qu'on va la faire évoluer parce qu'on va développer des nouvelles features, des nouveaux partenariats, etc., c'est quelque chose qu'il faut mettre à jour, maintenir, et c'est à la fin des fins du coup du temps à mettre en place. Cependant, au bout des années, on se rend compte que ça a plus de bénéfices que d'impact négatif sur les ressources que ça emploie, parce qu'on se rend compte, je dirais, dans bien des moments de vie d'une entreprise, avoir fait ce travail en amont facilite beaucoup le travail ensuite quand on va discuter avec des partenaires ou quand on va vouloir transmettre une partie de sa donnée ou bien justement quand on va vouloir parler sécurité au cours d'une due diligence ou bien se poser des questions sur un potentiel data leak, etc. J'adore ce que tu dis, déjà parce que c'est très vrai et parce que c'est fondamental. Il faut que les gens comprennent ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes pensent que c'est une contrainte et ce que tu dis est très juste et je vais le compléter sur un point, c'est que tu as raison. Déjà dans ton service, en fait, le fait de respecter le RGPD va vous faciliter en fait la vie sur le service, mais même et c'est encore plus vrai en B2C, en fait dans la prospection. Parce qu'en fait, la prospection, c'est d'abord des règles liées au RGPD de droit. Et donc, en fait, nous, on le constate tous les jours, nous, en fait, quand on gagne un client, on lui fait augmenter son nombre de leads. Et pourtant, les gens pensent que bah non, le RGPD va nous contraindre. Non, souvent, en fait, ils se contraignaient tout seuls parce qu'ils ne connaissaient pas les règles. Mm. Et finalement, par exemple, avec Jonathan, on se posait la question, comment faire en B2C? Parce que oui, il y a des contraintes, mais en fait, comment faire pour les rendre, pour faciliter, par exemple, en B2C, bah, j'ai un exemple qu'on avait fait ensemble, Jonathan, tu sais, le fait qu'on, comme, donner un exemple concret, en prospection commerciale, en B2C, il faut normalement le consentement préalable. Sauf que la CNIL considère, en soi, je trouve à raison, avec le recul, que si c'est un compte gratuit, par exemple, je peux me connecter à Money gratuitement, donc, mais j'ai pas fait de transaction encore. En fait, tant que j'ai pas fait de transaction, je me suis juste créé un compte, je suis juste entré dans une boutique. Donc, en fait, je suis pas client. Donc, je peux pas. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que le principe, c'est le consentement préalable. Sauf si j'ai été client, là, je peux prospecter les gens sans consentement. Donc, par exemple, j'ai vraiment bénéficié. J'ai acheté un bien chez Amazon. Et ben Amazon, ils ont le droit de vous envoyer des biens similaires.
Et donc, en fait, avec Jonathan, on s'est posé cette question. Comment faire pour quand même avoir des leads alors qu'on ne peut pas les contacter si finalement ils ont juste créé son compte, ils se sont arrêtés? Eh bien, il y a des solutions qui sont d'ailleurs tout à fait légales. Faire des petits pop-up qui s'affichent de manière raisonnable, peut-être une ou deux fois, et qui s'affichent sur la plateforme en disant est-ce que vous voulez pas vous inscrire à la newsletter? Il ne faut pas que ce soit tout le temps et que ça soit toutes les connexions et que ça s'arrête jamais. Puis avec en plus quelque chose qui vous bloquerait. Bien sûr que non. Il faut que ça soit libre et que ça soit raisonnable. Mais finalement, il y a plein de solutions comme ça qui permettent en fait d'améliorer le lead. On avait travaillé effectivement aussi sur la gestion même de la base CRM, etc. Vous avez peut-être des personnes qui ne vont plus, pour que vous compreniez bien, par exemple en termes de prospection, une personne a utilisé Money, elle arrête, elle arrête tout simplement, Money a le droit de prospecter pendant 3 ans après le dernier contact. Et en fait, il y a des techniques tout à fait légales pour revenir lui dire attention, par exemple, pour réactiver le lead. Et en fait, mais tout en laissant en fait éthiquement plutôt bien et juridiquement bien. Et donc ça nous permet, en fait, ça va vous permettre en fait d'être beaucoup plus à l'aise dans votre gestion de data. Là, je me penchais un peu plus, excuse-moi, Jonathan, c'est moins ton truc sur la prospection, mais en B2C, c'est un vrai enjeu. Euh, et je dirais un dernier point sur le B2C, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, donc les gens sont de plus en plus sensibilisés au sujet. Et donc, euh, ils vont, ils ont le réflexe maintenant, potentiellement, d'avoir la politique de confidentialité et compagnie. Et il y a un point qui est fondamental avec vous, et ça, on a oublié de le dire à Jonathan, c'est que vous êtes dans le bancaire ou dans la fintech. Et en fait, c'est ça le point de départ. Donc, en Oui, fait, vous avez des données qui ont une sensibilité qui n'est pas la vôtre. Alors, attention, les données bancaires ne sont pas, contrairement à ce qu'on peut penser, des données ce qu'on appelle sensibles. Les données sensibles, c'est religion, machin et compagnie. C'est tout ce qui est discriminant. Mais bancaire, évidemment, c'est pas une donnée sensible dans le sens où il n'y a pas un côté discriminant. Néanmoins, évidemment, si Moni demain, ils ont une violation de données et qu'ils ont toutes les données bancaires qui vont dans la nature, évidemment que ça serait pas terrible pour Moni. Bien évidemment, ouais, comme ça se passe pas sur. effectivement, et je compléterai peut-être par un autre élément, c'est que pour être amené à manipuler de la donnée bancaire ou juste des flux monétaires, on est généralement très vite amené à discuter vérification d'identité, câblage avec des banques. Donc ça, on Tout en à fait. parlera peut-être dans la partie B2B, mais ça veut dire intégrer des API, des SP2, etc. Et cetera. Et donc, en fait, c'est un point d'entrée vers un monde de manipulation de données encore plus sensible. Des données d'identité, des données de scoring. Et ça, c'est des éléments qu'on veut manipuler correctement. Donc, c'est quelque chose qu'on peut pas faire sans DPO, c'est quelque chose qu'on peut pas faire sans se conformer au RGPD, parce que le risque est, entre guillemets, bien plus important. Et surtout parce que c'est des informations que l'on va collecter très souvent, pas soi-même. C'est des informations qu'on va collecter en se câblant à des acteurs tiers, dont c'est le métier, le scoring, la vérification d'identité, etc. Donc, il faut s'assurer de faire ça correctement. Donc, même si manipuler de base, effectivement, comme tu le disais, des données de paiement ou des données bancaires, c'est pas considéré comme des données un peu plus sensibles qu'une donnée personnelle. Cependant, enfin, ça nous amène dans un monde où on va manipuler plus de données personnelles pour justement pouvoir valider une transaction ou vérifier le scoring d'un client. Et ça, c'est hyper important à avoir en tête. Et très juste ce que tu dis, et en fait, ce qu'il faut que vous compreniez effectivement ce que vient de dire Jonathan, c'est qu'en fait, légalement, on va vous imposer dans le bancaire à mettre en place des systèmes, comme le KYC dont parlait Jonathan, qui en fait ne sont que, ont des tonnes d'implications RGPD, voire sont soumis fortement au RGPD. Et il parlait du scoring. On a travaillé récemment, l'une des dernières choses qu'on a fait avec Jonathan, c'était justement lié au scoring, parce qu'il y a évidemment le scoring dans le lutte contre la fraude et compagnie, dans le bancaire il faut être d'équerre dessus. Je vous donne un exemple. Alors, pour le coup, c'était parce que c'était pas Money, hein, et de toute façon, je ne l'aurais pas dit, c'était pas le cas. Mais j'ai eu un autre client, on avait fait qui faisait du scoring pour d'autres sujets. Et en fait, dans le scoring, il y avait des aspects discriminants. C'est-à-dire que je venais du 93, j'avais une mauvaise note, par exemple. Ce genre de choses. Et ça, si une personne s'en aperçoit et qu'il y a un sujet RGPD, là, parce qu'en fait, là, ça va même plus que sur le RGPD. C'est-à-dire que non seulement la CNIL peut vous taper, mais là, vous avez aussi un enjeu, vous pouvez vous faire taper au tribunal aussi pour dommages et intérêts et compagnie. Donc ça peut aller loin. Donc l'objectif n'est pas de vous faire peur, mais c'est de faire comprendre les problématiques qu'il peut y avoir. Et je vois qu'il y a une question, justement, j'allais vous dire, n'hésitez pas.
poser des questions, hein, parce qu'on a plein de choses à dire avec Jonathan. Et puis, bah, je vois que personne ne parle, donc c'est-à-dire que ça va être intéressant. Mais n'hésitez pas à poser des questions. Au contraire, ça permettra d'enrichir. La question, c'est en cas de fuite de données, les risques les plus importants si je travaille avec des entreprises ou des particuliers. Euh, euh, eh ben, en fait, tu veux faire une première partie de réponse et moi je réponds, ou moi j'ai une bonne idée Alors, là-dessus à quoi répondre, comme tu veux. non, je peux faire une première partie de Vas-y, je t'en réponse prie, parce vas-y. que Ouais, ça, vas-y, je t'en prie. ça ouvre l'étape d'après de notre discussion qui est la partie B2B. Euh, Exactement. B2B ou B2C, qu'on travaille avec des particuliers ou des entreprises, le risque, il est important de base. Et je pense que ce serait dommage de se dire qu'il y en a un qui est plus important qu'un autre. Cependant, dans la partie B2C, euh, vous exposez votre image auprès de vos clients, votre réputation, et vous exposez une partie de votre chiffre d'affaires. Bon, ça, tu es un peu plus expert que moi, Raph, là-dessus. Mais et sur la partie B2B, là derrière, attention, vous êtes câblé avec des partenaires, votre interaction avec ce partenaire elle est régie par un contrat. Il peut y avoir au sein de ce contrat des clauses qui viennent en sus de tout ce que vous pourriez subir auprès de la CNIL, par exemple. Donc, j'aurais tendance à dire que l'un n'est pas mieux que l'autre, mais c'est possible qu'entre avec des entreprises, vous ayez un risque plus important de par le contrat que vous ayez avec eux, tout simplement. Alors c'est très Et juste je ce que te tu laisse. dis. Ah non, mais c'est très juste ce que tu dis. Moi, je couperais juste sur un truc, c'est qu'en fait, très souvent, voire dans 80, enfin, j'ai pas de chiffres, mais peu importe, mais dans la majorité des cas, si vous êtes en B2C, en fait, dans les données des entreprises, enfin, si vous travaillez en B2B, en réalité, vous allez traiter souvent des données de leurs clients à eux, qui peuvent être notamment des consommateurs. Donc, de toute façon, en fait, vous allez avoir la même problématique. Je donne l'exemple encore de la violation de données qu'il y a eu. Ce qui s'est passé dans la violation de données, c'était un tiers payant. C'était une boîte B2B. C'est-à-dire que vous aviez l'assureur, il était en B2C, mais bah, quand on faisait le tiers payant, il envoyait une boîte tierce qui est, elle, bien en B2B. Mais en fait, dans le cas du B2B, c'est-à-dire que celui qui paye la transaction, bah, c'est son client B2B, mais les données traitées, c'était le B2C. Donc en fait, c'est bien 20 millions de données français de consommateurs qui ont été de nature. De toute façon, en réalité, à moins de traiter uniquement des données de société, hein, et dans ce cas-là, vous avez quasi, c'est pas des données personnelles, ben, en fait, de toute façon, vous aurez derrière des données soit de consommateurs, soit de salariés, soit de patients, soit, voilà. Donc, de toute manière, et là où Jonathan il a raison, c'est qu'en fait, le risque, il est très important, c'est juste c'est pas le même. En B2C, le risque, c'est que vous allez avoir des plaintes auprès de la CNIL et que la CNIL va venir vous taper dessus et va vous faire une amende. Certainement, je suis pas devin, mais je pense que c'est ce qui va se passer avec la boîte où il y a eu la violation de données. J'en sais rien, on verra, mais à mon avis, c'est pas impossible. Euh, Par contre, en B2B, le risque, c'est tout simplement la banqueroute. Je m'explique, hein. Euh, Vous avez une violation de données, vous êtes en B2B, vous êtes fautif. C'est une faute contractuelle, ce que dit Jonathan. Donc ça veut dire rupture de contrat, ça peut dire dommages et intérêts, etc. En gros, moi j'ai déjà vu, pas chez un de mes clients, mais j'ai déjà vu des boîtes à qui c'est arrivé, qui étaient sous-traitantes justement, donc elles ont traité les données de quelqu'un. Si leur activité c'est d'être sécurisées et compagnie, elles avaient fait une violation de données hardcore parce qu'elles avaient en fait fait n'importe quoi, elles n'avaient pas respecté le RGPD. Bah, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les clients, ils ont fait OK, responsabilité engagée, et en plus, je n'ai jamais eu le compte rendu. C'est-à-dire tous ces clients, et en plus, ils sont engagés en responsabilité. Donc là, on ne parle même pas de la CNIL, hein. Parce que justement, sur le B2B, vu que maintenant c'est B2B, je dirais juste un truc, c'est que sur le B2B, aujourd'hui, en sous-traitant notamment, votre risque, il est d'abord de ne plus vendre. Tout simplement, on a eu le sujet avec Jonathan. Il se mettait en conformité, notamment sur le sujet B2B, parce que quand on était face à des banques d'affaires, c'était avec lesquelles ils faisaient des partenariats, c'était vous voulez traiter les données de nos clients, ok, à une condition, vous nous démontrez que vous respectez le RGPD. Sinon, nous ne vendons pas. Et je rajouterais que c'est hyper important ici de parler de sous-traitant parce que en tant qu'entreprise qui va travailler avec un sous-traitant, c'est très important d'en savoir plus sur sa politique de confidentialité, d'en savoir plus sur sa façon de gérer les données, d'aller poser des questions, d'aller auditer. C'est hyper important. On a les données de nos propres clients qui peuvent transiter chez d'autres et qui peuvent mal transiter. Donc, il faut regarder ce qui se passe. Et ensuite, en tant que sous-traitant, se poser la question de, OK, je vais manipuler de la donnée qui n'est pas la mienne à l'origine, mais malgré tout, il y a un risque. OK, est-ce que je fais bien les choses, notamment pour vérifier qu'on les fait bien,
mais aussi pour que si demain, quand ça vient frapper à la porte pour un audit, on puisse montrer qu'on fait les choses correctement. Donc, de, de chaque côté de la pièce, c'est hyper important de se poser des questions. Il y a un côté où il ne faut pas hésiter à aller vérifier, faire le tour de ses sous-traitants. Et de l'autre côté, il ne faut pas hésiter à se poser la question de, OK, est-ce que je fais les choses correctement? Si oui ou non, se faire accompagner. Mais surtout être en mesure de déjà savoir si on les fait ou non, corriger le tir s'il y a besoin, mais aussi d'être capable de démontrer. Mais alors, c'est fondamental ce que tu dis parce qu'en fait, derrière, ce qui se passe, c'est notamment, alors quelque chose qui va peut-être parler à tout le monde de manière très concrète, c'est où est-ce que je stoppe mes données. Parce que par exemple, j'utilise un sous-traitant qui va traiter mes données, bah lui, j'ai besoin de savoir où il met ses données. S'il les met au Kazakhstan, c'est pas ouf quand même, hein, globalement. Et j'ai besoin de le savoir pour gérer les données de mes clients. Euh, euh, donc, et c'est fondamental. Je donne même un autre, je vais donner un exemple concret. Alors, moi, je l'ai pas eu, mais ça me ferait marrer de l'avoir un jour. Euh, je suis un outil de dating où j'ai pour le coup les orientations sexuelles des gens. Et en fait, j'utilise un prestat dont les serveurs sont dans un pays autoritaire, complètement homophobe, par exemple. On comprend tout de suite le sujet. Tout le monde comprend tout de suite le sujet. Et la problématique, ce n'est pas possible de faire ça. Il y a des obligations de contrôler ses sous-traitants pour tous les sujets dont a dit Jonathan, technique et compagnie. Ça, c'est le premier sujet, effectivement, de sécurité, etc., de savoir ce qui se passe. Mais aussi, le fondement même du RGPD, c'est d'abord de protéger les citoyens, de protéger la démocratie, en fait. Et donc, en fait, effectivement, si derrière, encore une fois, on envoie les données à n'importe qui fait n'importe quoi, voilà, mais problème. Et Jonathan, moi j'avais un exemple d'un client qui voulait utiliser pour le coup, c'était du KYC, donc c'était pas toi, hein, c'était dans les KYC, parce que toi, je sais plus quel est ton prestat, mais il est très bien. Et en fait, il y avait un client, non, bah, on l'avait contrôlé évidemment, il y avait un client qui voulait faire du KYC, la B2C d'ailleurs, donc carte d'identité et compagnie avec biométrie. Ils avaient voulu passer par un prestataire. Je le contrôle. Qu'est-ce que je m'aperçois? C'est que ce prestataire, en fait, bon, déjà, il répond mal. En fait, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On creuse. Et là, il nous finit par nous dire, oui, en fait, c'est vrai que je vais utiliser vos données pour mon compte. Et en fait, quand le contrat il est fini, en fait, je les garde pour moi, plus longtemps que même vous pouvez les garder et compagnie, parce que en fait, je vais les prospecter pour mon compte et compagnie. Vous comprenez bien le sujet. Si ça se fait et que vous n'avez pas contrôlé votre prestat, les gens vont le savoir, vous allez vous faire taper. Vous allez C'est avoir ça. plein de gens pas contents. Le contrôle du prestat, c'est à la fois pour s'assurer que les choses se font correctement. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'on l'a fait une fois qu'il faut arrêter de le faire, il faut le faire régulièrement. Mais c'est surtout parce qu'on doit le faire aussi. C'est-à-dire que si jamais il se passe quelque chose de mal avec un prestat, on peut très bien reprocher de ne pas avoir fait ce contrôle. C'est super important. Et je vois qu'Antoine rebondissait Ouais, sur le sujet du stockage aux États-Unis. Je peux peut-être te laisser répondre. ouais, et je profite juste pour dire qu'il n'y a que Antoine qui pose des questions, vous êtes un petit nombre et vous n'avez pas posé des questions, donc n'hésitez pas, hein, sincèrement, soyez pas timide. Oui, alors, est-ce que les serveurs de mes partenaires sont aux États-Unis, est-ce que c'est un problème? Effectivement, il y a beaucoup de gens qui vont sauter au plafond quand je vais dire non. Voilà. Parce que tout le monde dit quoi, États-Unis, machin, bien, c'est pas possible. Si, au fait, aux États-Unis, déjà, bon, ça reste quand même une démocratie hein, importante, avec beaucoup de droits, contrairement à ce qu'on peut entendre tous les jours. Et surtout, il y a alors, je vais être mesuré, mais il y a ce qu'on appelle une décision d'adéquation qui a été prise entre l'Union européenne et les États-Unis en 2023, c'est-à-dire une décision qui autorise les transferts sans contrainte, puisqu'il y a des contreparties. Bon. La réalité, c'est qu'on sait déjà que cette décision, elle va être censurée. C'est la troisième qui arrive, après deux censures de la Cour de justice de l'Union européenne, parce qu'en fait, il y a quand même des biais. Hein, là-bas aux États-Unis, tout n'est pas parfait, hein, bien sûr. Sinon, s'il n'y a pas cette décision, en fait, il faut faire il faut mettre en place des contrats avec la structure, dans lesquels il y a des engagements contractuels. S'il ne les respecte pas, sa responsabilité est engagée. On peut même mettre en place des éléments techniques supplémentaires. Mais les États-Unis, c'est pas vraiment le sujet. Encore une fois, c'est vrai que beaucoup de gens disent les États-Unis parce que c'est là où il y a le plus de transferts. Mais le vrai sujet, c'est plutôt les pays autoritaires. Et ça, les gens n'y pensent pas. Et par exemple, moi, à titre perso, je les accompagne pas. C'est pas mon sujet. Je connais pas le fond du dossier. Et comme ça, de loin, TikTok, le réseau social, on sait qu'il y a des transferts en Chine. Je vois même pas comment ça peut être autorisé en France. Parce que pour le coup, ils savent tout de tout le monde, sur toutes les orientations, sur toutes les religions, sur toutes les pensées de tout le monde en Chine.
Là, et ils prennent aucune mesure. Et là, ça, c'est pas possible. Et, et pour rebondir sur le sujet des US, il suffit d'aller sur n'importe quel site, alors n'importe quel site, oui, non, mais de nombreux sites internet. On fait le tour de Madines Co, tous les sites dont on parle un petit peu récemment à chaque fois. Il suffit d'aller voir les cookies qui sont présents et très souvent, il y en a bien un ou deux. On se rend compte quand on creuse un petit peu sur la partie politique de confidentialité et stockage des données qu'il y a des serveurs qui sont aux US. Donc, si c'était un problème de but en blanc, il y a beaucoup de sites du jour au lendemain qui seraient plus conformes. Alors, ça ne veut pas dire que si les partenaires stockent les données en France, qu'on est obligatoirement conforme, hein. On a longuement listé les raisons qui font que ça ne suffit pas, mais ça poserait un vrai problème si c'était un problème du jour au lendemain. Non, tout à fait, tout à fait. Et donc, c'est plutôt un problème, pour le coup, de perception. Évidemment, après, je suis pas en train de vous dire, si on peut mettre toutes les données en Europe, c'est mieux, hein. Une question de souveraineté européenne, c'est indéniable, personne ne vous dit le contraire. Mais juridiquement, sur ce volet-là, ça pose pas de problème. Après, attention, c'est sectoriel aussi. Là, on parle du bancaire. Pour le coup, dans le bancaire, il n'y a pas de contre-indication. Vous seriez dans la santé, ça serait pas vrai. La santé en France, vous n'avez le droit d'être hébergé des données de Français, enfin, de citoyens sur le sol français, que en France. Oui, c'est vrai qu'on D'accord? n'a pas précisé, mais ça dépend effectivement du secteur d'activité. C'est ça. Donc, euh, donc ça, c'est fondamental. Sur, on a fait déjà un petit tour, hein. Vous ne nous aidez pas à ne pas poser de questions, hein. Et n'hésitez pas à en poser. Mais concrètement, moi, sur le B2B, j'aimerais juste insister vraiment sur un point qui est encore plus vrai sur le secteur bancaire, mais qui est vrai dans tous les cas. On en a déjà un petit peu parlé, mais c'est vraiment important. C'est que, et je ne sais pas si vous le sentez, vous qui êtes en B2B et qui nous regardez, mais c'est vraiment euh, aujourd'hui, vous ne pouvez quasiment plus vendre si vous n'êtes pas conforme. Nous, je vais pas vous mentir, sur nos 300 clients, on en a 200. En fait, étonnamment, moi, quand j'ai lancé la boîte, je pensais que ce serait plutôt le B2C qui viendrait. Et on n'est pas en train de vous dire avec Jonathan qu'il n'y a pas de risque B2C, hein. Il ne fait qu'évoluer et ça dépend de l'activité. Mais moi, je pensais que j'aurais une majorité de clients B2C. Et en fait, non. On a une majorité de clients B2B et de loin, et notamment des sous-traitants. Parce que aujourd'hui arrive le cas où je veux vendre, et surtout en banque, c'est encore plus vrai en bancaire, hein. Là, pour le coup, les banques, vous êtes sûr que les banques, elles ont un process très huilé, hein, et nous, on l'a vu avec Jonathan, très huilé, où là, elles vont tout regarder, mais c'est le cas de toute façon de maintenant, dès que c'est un grand compte, en tout cas. Fini, si vous n'êtes pas conforme, c'est mort. Oui, ce qui est sûr, c'est que la discussion va commencer par une due deal, et cette due deal, elle va avoir plusieurs angles, la sécurité, la santé financière, les données, la gestion des données privées, mais surtout, vous pouvez être sûr qu'en face, ce sont des acteurs qui se sont, conformés plutôt bien. Il faut pas se leurrer, parce que le risque qu'elle porte, si jamais c'était pas le cas, il est quand même assez important. Donc en face, vous avez des équipes qui sont rodées, vous avez des équipes qui sont, enfin, une équipe nombreuse, et donc très tôt, si vous ne faites pas les choses correctement ou si vous n'êtes pas conforme, ça va se voir. Et dans une due deal, s'il y a quelque chose qui est mal fichu dès le début, généralement, l'issue, on la connaît, c'est que le deal ne se fait pas. Donc, de base, ça va commencer par une due deal. Et si dans la due deal, ça pop que côté RGPD, vous n'êtes pas OK, ben, la suite des discussions elle va être compliquée. Oui, et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, ça va avec la question d'Antoine. Alors, juste préciserai, j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui ont hésité à poser une question. J'ai vu, peut-être qu'on a répondu à la question, ils ont arrêté, ou peut-être qu'ils osent pas, mais vraiment, n'hésitez pas, parce que n'hésitez pas à poser des questions. Mais donc, justement, pour rebondir sur ce que tu dis là, Antoine pose une question liée à ça. Il dit, est-ce que j'ai besoin d'un DPO? Parce qu'effectivement, on pourrait être conforme sans DPO. Mais alors, Alors, déjà, ouais, c'est quoi ton ressenti? Parce qu'après, moi, je suis forcément pas transparent, enfin, pas objectif, mais je vais te laisser répondre, après, je donnerai ma position. non, ben, enfin, en plus, je suis assez bien placé pour parler, je crois, pour une fois. Euh, c'est très simple. Avant la mise en place, avant la mise en vigueur de la RGPD chez nous, euh, c'est très simple. On était trois. La partie data, c'est un peu la partie tech. Donc, c'était dans ma besace, la partie gestion de la donnée. Et ça faisait longtemps qu'on parlait de la mise en vigueur de la RGPD, donc on avait pas mal préparé le terrain. La CNIL accompagne beaucoup sur ce sujet. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de contenu.
vous pouvez, en autonomie, préparer le terrain correctement. Cependant, ce qui va se passer, c'est très vite, vous allez vous rendre compte que, OK, vous avez préparé le terrain, mais vous êtes vite confronté à des problématiques pour lesquelles vous n'avez pas la réponse, parce que vous n'êtes pas un expert. Donc oui, on peut commencer, on peut gérer pas mal de choses sans DPO. Cependant, même en B2C, on va se rendre compte qu'il y a une limite, parce qu'il y a des questions auxquelles on ne sait pas répondre, et donc ça va terminer par avoir un conseil, recruter un DPO, avoir un DPO externalisé. Mais surtout en B2B, ce qui va se passer, c'est que en face de vous, vous allez avoir des personnes dont c'est le métier, c'est-à-dire qu'il y a une équipe qui est en charge. Si vous démontrez une incertitude ou juste un amateurisme dans une due deal, c'est pas possible. C'est pas possible de ne pas être capable de démontrer qu'on maîtrise le sujet. Donc oui, dans l'absolu, on peut sans DPO. Cependant, pour avoir vécu en étant entre guillemets casquette DPO et avoir vécu le après, un, c'est un métier, et deux, on peut pas être amateur sur ce sujet. Donc il faut une personne dédiée à ce sujet. Et cette personne dédiée, il faut qu'elle soit formée sur le sujet. C'est pas quelqu'un qui est OK, je maîtrise un petit peu la data, donc je vais poncer la RGPD et je vais m'en sortir. Non, non, c'est un métier. Non, c'est intéressant ton témoignage et c'est vrai que nous c'est ce qu'on ressent et de plus en plus. C'est-à-dire qu'en fait, nous, et après, on répondra à votre question, Elisabeth, hein, mais c'est concrètement, je vous donne l'exemple, donc ce que tu dis, et c'est d'autant plus vrai en bancaire, parce qu'en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il y a certains secteurs où le RGPD est moins dangereux, et il y en a où c'est plus dangereux. Euh, et donc forcément, la structure en face de vous, elle va regarder par rapport à son niveau de risque. Vous traitez des données bancaires, vous êtes dans l'œil du cyclone. Donc là, on va aller beaucoup plus loin. Et typiquement, il y a d'autres secteurs, hein, et je vous donne un exemple là, de ce qui s'est passé, moi, il n'y a pas plus de une semaine. On a un de nos clients qui a un grand compte pour le coup, veut utiliser un prestat euh, pour faire du recrutement en ligne avec plein de cookies dans tous les sens, via les réseaux sociaux et compagnie. Risque aussi important. Donc là, on veut contrôler. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Ils sont pas conformes. Et comme ils sont pas conformes, alors on me disait oui, mais on est dans notre grand compte, c'est bon, on est conforme. Non, je l'ai vu en 10 secondes, et c'est là où je veux en venir. C'est qu'en fait, comme tu l'as dit, nous, on est des experts, et c'est même pas pour nous vendre, c'est une réalité. On l'a vu en 10 secondes. Voilà. Moi, si demain j'essaie de bullshitter Jonathan sur du Tlatec, il va le voir en 10 secondes que j'y connais rien, pas grand-chose. Mais tout, évidemment, vous allez voir un médecin, vous lui dites, vous essayez de lui parler de molécules je sais pas, quand il y avait le Covid, tout le monde se disait médecin. Je pense que les médecins, ils disaient tous, bon, les infectiologues, ils disaient tout, bon, en 10 secondes, toi, tu l'es pas. C'est pareil, en fait. Voilà, la réalité, c'est que oui, c'est un métier. Et donc, nous, on le voit en 10 secondes. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez par rapport à ce que disait Jonathan. Effectivement, vous allez avoir face à vous des gens qui, eux, ont un DPO, qui normalement connaissent son métier. Et donc, en fait, en 10 secondes, il va savoir sur un mot mal placé que vous n'êtes pas conforme. Et nous, on le sait, mais comme ça. C'est vraiment, vous pouvez essayer de nous bullshiter, on le voit tout de suite. Et donc, en fait, ben, si vous nous bullshitez, ça fait encore plus peur. Donc, on va poser encore plus de questions. Voilà. Donc, et ça, c'est un vrai frein. Nous, le deal, il a failli pas se faire. C'est parce qu'on leur a dit, OK, bah, mettez-vous en conformité, c'était le grand bas de combat. Ils ont appelé leur conseil, ils ont dû faire ça, voilà. Et ils ont dû s'engager avec une clause suspensive à ce qu'on puisse les auditer dans les 6 mois et c'est pas conforme, ils arrêtent. Voilà, on est là, hein, quand même. Parce que sinon, mon client, il a une responsabilité. Alors, la question d'Elisabeth, ma société. Donc là, il y aura un gros volet aussi pour toi, je pense. C'est une question qui est double. Merci, Elisabeth. Ma société est contrainte réglementairement de procéder à un KYB et un KYC des clients, donc on en a un peu parlé tout à l'heure. Nous devons donc consulter les documents et les conserver. Donc là, il y a une première question, est-ce qu'on doit les conserver? Et il y a une deuxième question, si oui, on doit les conserver, comment faire pour qu'ils soient bien sécurisés? Bah, écoute, je te laisse commencer sur le volet technique. Oui. Euh, alors, faire un KOIB, un KOIC, c'est une chose. Avant de se poser la question de la sécurisation, il faut se poser la question, et j'imagine que c'est le cas, vous l'avez posé, du comment. Parce que oui, on peut demander à une société de nous envoyer son CABIS, on peut demander à une personne de nous envoyer sa CNI, etc. Le premier élément, c'est comment est-ce que la donnée va transiter. Et un deuxième élément, ça va être qui va être en charge de faire ce KOIC, ce KOIB, parce que c'est un métier. Pour, euh, pour être en fintech et faire énormément de KYC, avoir vu des centaines de milliers de dossiers KYC chez nous, c'est très facile
de se faire, entre guillemets, avoir, parce que les fraudeurs ou les personnes qui vont transmettre des fausses pièces d'identité sont, on va dire, très compétentes. Donc, faire un KYC, c'est un métier et généralement, on passe par un partenaire. Ensuite, le partenaire, il faut bien le choisir. Il y en a deux en France qui ont été validés par l'ANSSI, donc qui sont un petit peu plus verts que les autres. Et, euh, et donc, en passant par un partenaire, la question qui va se poser, c'est par où transite la donnée? Est-ce qu'elle va transiter chez lui ou chez vous? Parce qu'effectivement, en fonction du fait qu'elle transite chez lui ou chez vous, il y a des questions qui vont se poser ou pas. Par exemple, si vous travaillez avec un partenaire qui va effectuer cette vérification d'identité, KYC par exemple, euh, pour vous, vous pourriez très bien ne rien stocker. Et chez vous, ne stocker qu'un élément qui dit dossier validé ou pas validé. Et là, la partie stockage des éléments, elle n'est pas à votre main. Donc la partie sécurisation non plus. Cependant, charge à vous de la contrôler. Également sur la partie conservation, charge à vous de mettre en place et de valider avec le partenaire un délai de conservation particulier. Et ça va donc dépendre du comment vous mettez en place ce KYC. Moi, ce que je conseille, c'est de travailler avec des personnes dont c'est le métier, parce que vérifier une pièce d'identité, ça ne s'improvise pas. C'est pas juste on a un OCR et on regarde si les informations sont OK parce qu'on va avoir une API qui va nous dire OK, ce numéro il existe bien. Euh, Comme c'est un métier, travailler avec quelqu'un qui le fait, juste valider le périmètre dans lequel les données vont circuler. Vous pourriez très bien ne pas manipuler vous-même ces données et ne pas les stocker vous-même, donc vous posez moins de questions et déporter ces questions sur le prestataire dès l'instant que c'est son métier. Cependant, valider que l'intégration, elle se fait de manière sécurisée, est-ce que les données sont chiffrées, où est-ce qu'elles seront stockées à terme et combien de temps elles seront conservées. Ça, c'est des paramètres qu'on peut mettre en place en discutant avec un partenaire dont c'est le métier. Mais je dirais que tout se situe sur qui fait l'action et où transite la donnée. Bah, Peut-être écoute, sur, j'aurais pas peut-être que toi, parce qu'en fait, effectivement, ce que tu dis, alors ça dépend. Après, est-ce que Elisabeth, est-ce que vous, c'est vous qui faites le KYC, ou est-ce que effectivement, mais de ce qu'on comprend, c'est plutôt ce que tu dis, hein, Jonathan, c'est vous avez besoin de faire un KYC dans le cadre de votre activité. Euh, Dans ce cas-là, c'est ce que dit Jonathan, ne le faites pas vous, déjà. Effectivement, prenez un prestataire. Et pour ça, prenez un prestataire qui est conforme RGPD, qu'il faut vérifier sa conformité. Là, pour le coup, on vous disait tout à l'heure qu'il y a des éléments de sensibilité où il y en a, il faut aller plus loin que d'autres, il faut avoir, ben, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est typiquement ça, hein, typiquement le KYC. Typiquement sur les durées de conservation, normalement, lui, en tant que sous-traitant, il a un devoir de conseil. Parce qu'en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la durée de conservation, vous avez raison, c'est vous. Même si vous avez un sous-traitant, l'obligation de durée de conservation, elle est chez vous, en fait. Donc, et après, elle peut être dépendre, hein. Dans le bancaire, vous avez une obligation de 5 ans de conservation, de toute façon, de souvenir, si je ne me trompe pas. Votre sous-traitant, il a quand même un devoir de conseil. Normalement, il doit vous dire, c'est son obligation. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que votre sous-traitant, il ne peut pas, lui, supprimer la data comme ça. Il n'a pas le droit, c'est la vôtre. C'est à vous de décider si vous la supprimez ou pas. Là, il faut que vous soyez vigilant, et ça, Jonathan, je l'ai découvert un peu récemment, justement, un peu au fur et à mesure du temps, c'est que un sous-traitant, son obligation, c'est que quand il arrête le contrat avec vous, il supprime les datas. Ça, c'est le principe d'un sous-traitant. Ce qui est normal, parce que vous n'avez pas envie qu'il garde toutes vos datas toute sa vie. Et puis lui, il n'est pas hébergeur. Ou il ne fait pas de l'archive. Problème, c'est que si vous, imaginons, vous faites appel à un outil pour du KYC très conforme, hein, et que euh, vous arrêtez le contrat au bout d'un an, vous avez une obligation de conservation des datas 5 ans. S'il lui supprime, problème. Donc, il faut. Alors, normalement, c'est son obligation de conseil, mais ce qu'on constate, nous, c'est que l'obligation de conseil sur ce niveau-là, au niveau RGPD, c'est pas que les boîtes ne veulent pas le faire, c'est elles ne comprennent pas encore. Je pense que c'est quelque chose qui est en train d'émerger. Et ce que je veux dire par là, c'est que si vous arrêtez une prestation avec un prestataire, n'oubliez pas de récupérer toutes vos datas. Parce que sinon, lui, contractuellement, il doit supprimer, il ne peut rien vous dire, c'est contractuellement légalement, et vous vous retrouvez après, vous ne pouvez plus démontrer que vous avez bien fait les choses. Donc, warning là-dessus. Euh, Est-ce qu'on a répondu déjà à votre question? Merci, là, il y a plus de réponses. si jamais, Elisabeth, la question qui se pose en interne, c'est de justement
Ok, bon, bah, c'est Ah ultra cool. bah, ravi. Avec Si, plaisir. si jamais la réponse avait été on souhaite le faire en interne et ne pas passer par un prestataire, alors Oui. techniquement c'est possible, hein, mais là il y a beaucoup de questions à se poser parce qu'il va y avoir des, des ressources qui auront accès à ces documents, il va y avoir des process à mettre en place, forcément les données elles vont un peu plus circuler et donc il y a beaucoup plus de questions qu'il faut se poser et j'ai Et, l'impression que c'est pas le cas. Donc, non, tu as raison. Et puis même, je vais même faire ça de manière plus générale. Globalement, moi, ce que je vous conseille, externaliser tout ce que vous pouvez, notamment sur ces sujets de sécurité. Parce qu'en fait, son métier à lui, c'est un de savoir comment faire la lutte contre effectivement la fraude et compagnie. Il a des techniques que vous allez avoir du mal à faire, hein, c'est quand même son activité. Mais en plus, lui, dans son activité, normalement, s'il fait bien son travail, il met énormément d'argent dans la sécurité. C'est son but. Il est payé pour ça. oui, c'est important que tu le dises parce que il faut pas non plus se dire parce que je sous-traite, je n'ai plus de problème et je n'ai plus de charge mentale. Non, non. Sous-traiter, c'est une chose. Cependant, les données que vous allez transmettre, exemple, je borde un client, il doit faire son KYC, moi je passe par mon prestataire, et ben c'est les données de mon client. Je suis responsable de savoir qu'est-ce qui va advenir de ces données, combien de temps elles vont être stockées, est-ce qu'elles vont bien être stockées de manière sécurisée. Et toutes ces questions, malgré tout, vous devrez vous les poser. Et ça fait un pont avec la question d'Oriane sur est-ce qu'on peut supprimer définitivement des données numériques. Alors, c'est une super question. Si le est-ce qu'on peut, ça veut dire est-ce qu'on a le droit oui, on a le droit de supprimer. Moi, si j'ai un client qui m'appelle alors la fintech et le domaine bancaire est un petit peu particulier parce qu'il y a des domaines de conservation qui s'imposent. Mais si on oubliait ce délai de conservation et que je voulais supprimer définitivement des données, oui, je pourrais. Après, on se dit que Internet n'oublie jamais. Il ne faut pas oublier que bah, en interne, vous pouvez très bien avoir des process de backup et supprimer définitivement. C'est pas juste je vais supprimer une ligne en BDD. Il faut se poser la question de OK, où est-ce que cette donnée est allée? Est-ce qu'elle est dans le backup? Est-ce qu'elle a été transmise? Est-ce qu'elle a été stockée ailleurs parce que je suis câblé à un partenaire et donc il a une partie de cette donnée? Il faut se poser la question de partout où est-ce que cette donnée est allée pour faire une suppression, je dirais, exhaustive. Et ensuite, est-ce que si derrière la question c'est est-ce que les données qui sont stockées sur le cloud ou chez, enfin, sur Internet sont réellement supprimées définitivement? Je dirais qu'on peut maîtriser son périmètre, le périmètre des prestataires avec lesquels on est câblé. Charge à nous de s'assurer qu'il est correct, mais effectivement, il faut le vérifier. Complètement. Non, c'est exactement ça. Et effectivement, voilà, vous l'avez compris, vos sous-traitants, c'est fondamental. Il faut vraiment les contrôler. Et sur la durée, sur la suppression, je finirai moi, je rajouterai juste un dernier point et après, on va vous laisser aller manger si vous avez une ou deux dernières questions. Mais en fait, la durée de conservation, ce que je disais au début, c'est le truc le plus compliqué dans le RGPD. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'en fait, vous avez une donnée, bah, cette donnée, elle va avoir plein de durées de conservation qui vont dépendre de pourquoi vous l'utilisez. Je prends la donnée, par exemple, je prends la donnée la plus prospection commerciale, ce qui me vient tout de suite. Enfin, pardon, nom, prénom, email. Nom, prénom, email, Jonathan, il va l'utiliser d'ailleurs pour se connecter. Il va l'utiliser pour utiliser le service et compagnie. Et donc là, pour le coup, bah, il y a une durée qui est la durée du service et puis ce qui se passe après, peut-être la prescription et compagnie. Mais par exemple, il y a aussi la durée de prospection commerciale. Ma prospection, on a dit peut-être que le client, il recevait la newsletter, il a arrêté, là, la durée, il y a une timeline qui est la durée du service, puis il y a la timeline de newsletter qui s'arrête. Donc en fait, il y a plein de timelines différentes pour la même donnée en fonction des finalités. Et ça, c'est pour plein de données différentes. Donc ça rend il y a quand même les choses assez compliquées. Alors sauf, et je finirai là-dessus pour les sous-traitants, où c'est plus simple, donc pour ceux qui sont sous-traitants et qui nous regardent, pour la dizaine de sous-traitants qu'il y a là, euh, concrètement, quand vous êtes sous-traitant, vous n'avez pas de marge de manœuvre. C'est pas vos data, c'est pas à vous. Donc en fait, tant que le client est chez vous, c'est à votre client de faire les démarches de suppression. Vous devez que lui permettre de supprimer, s'il le veut. Mais vous, jamais vous supprimez. Vous ne supprimez que si le contrat se termine, il fait sa vie, vous faites votre vie. Là oui, parce que vous, encore une fois, vous ne faites pas d'archives. Par contre, dans la durée du contrat, jamais vous supprimez la data. C'est pas la vôtre. Vous n'avez pas de droit Et, de vie ou mort dessus. et je dirais, je compléterais,
Ben, après le contrat, vous avez aussi un devoir de conseil auprès de ce client parce que si jamais il y a un délai de conservation qui doit s'étendre, attention à pas corréler fin de contrat et suppression de manière automatique. Ça peut être un petit peu plus fin que ça comme logique. Complètement. Bah écoute, on est plutôt pas mal. Je remercie à tout le monde d'être resté jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Vous avez été un peu timide, mais c'est pas grave, on vous aime bien quand même. Merci beaucoup hein, pour tout le monde, pour votre aide, pour votre participation. Merci Jonathan pour ta participation, c'était top. Non, merci, merci Raphaël pour l'invitation. J'espère qu'on a pu permettre de sensibiliser un petit peu plus sur la partie gestion de la donnée, sur le monde bancaire. S'il y a des questions, bah, comme le renseignait Benjamin dans le chat, n'hésitez pas à nous contacter. Contacter Raph pour des enjeux gestion de la donnée, me contacter moi sur des enjeux d'intégration bancaire ou d'intégration un peu plus fintech. Et on répondra avec plaisir. Avec grand plaisir. Et écoute, à très bientôt. On souhaite à tous et toutes une très bonne journée et bon appétit.